historique. Oui, bonjour. Oui, alors, du coup, on voulait faire un entretien sur la logique pour essayer de positionner qu'il y avait deux lectures possibles de la logique. Une lecture qui en sort pour faire retour au mouvement de l'histoire, et puis une lecture qui s'enferme dans le texte pour parler des concepts hegeliens. Et voilà, vous vous exprimez là-dessus, dans un premier temps. Alors, en toute chose et en toute analyse de l'histoire de la philosophie ou des textes d'histoire, il faut se rappeler qu'il y a deux manières de recevoir ce qui vient vers nous. Il y a la manière radicale en fonction du fait que ces textes, d'une manière ou d'une autre, illustrent la lutte des classes qui sans arrêt n'a pas cessé de se produire et de se reproduire dans une dynamique qui positionne le nœud dialectique émancipation-aliénation, ou alors il y a simplement la relation documentaire, textuelle, bibliothécairiste du texte, avec effectivement toutes ces toiles d'araignée dessus. C'est-à-dire que la science de la logique, comme l'encyclopédie des sciences philosophiques ou la phénoménologie de l'esprit, ça peut se lire comme un texte philosophique, comme des milliers et des milliers de programmés abrutis de la rue d'Ulm et de toutes les écoles du crétinisme universitaire vont les reproduire. C'est un moment historique de la cogitation narcissique sur l'histoire, sur ma misère intérieure, sur ma compréhension du monde pour pouvoir le rentabiliser adéquatement aux impératifs de l'aliénation démocratique de la valeur d'échange. Ou alors, je comprends, comme le fait Marx, à travers les manuscrits de 44, les Grundrisse, l'idéologie allemande et le Capital, je comprends que tous ces textes-là disent autre chose que ce que le texte dit. C'est-à-dire qu'il y a deux lectures. Où j'ai la lecture débile du texte dit le texte, où j'ai la lecture d'intelligence historique, le texte dit autre chose que le texte, de bien plus profond que le texte, qui me permet de comprendre le texte, mais qui me permet d'aller au-delà du texte. Et donc, moi j'ai souvent coutume de rappeler que quand j'étais en Cagne ou même en Hippocagne, j'avais des très bons enseignants sur Hegel, mais que ces enseignements où nous passions des heures à disserter avec intelligence d'Hegel n'aboutissaient à rien. Parce qu'il y a deux Hegel. Il y a le Hegel fossile, qui est le Hegel qui plaît au capital, qui plaît au dressage universitaire, qui plaît à la ratiocination narcissique et qui ne va nulle part. C'est-à-dire, c'est un supplément d'âme à la névrose du monde. Je vais avoir, de manière docte, des compréhensions qui vont me permettre narcissiquement d'aller plus loin que le narcissisme médian, le narcissisme de base, parce que grâce à Hegel, qui est quelqu'un qui écrit de manière complexe sur la complexité du monde, je vais aller plus loin dans la représentation narcissique de l'aliénation. Et mes cours d'Hippocagne ou de Cagne, quand on les terminait, je me souviens, je me disais toujours, ce prof qui a été très très bon dans l'analyse textuelle, dans l'analyse contextuelle, mais que je vois repartir avec son petit par-dessus gris dans la grisaille des fonctionnaires de la servilité reproduite. Où va-t-il avec ce texte ? Donc, et je me disais, alors bon, j'étais jeune, j'étais innocent et naïf, je n'avais pas toute la compréhension critique que j'ai aujourd'hui. Je me disais finalement, il nous a tout dit, sauf l'essentiel. Il nous avait raconté toutes les articulations logiques qui mènent de l'être au sortir de l'être, qui nous mènent de l'être dans son apparence à l'être dans son essence, puis à l'être dans son concept, mais il remettait sa petite cravate, et puis le temps aliénatoire de la reproduction servile, ça n'avait aucun impact dans sa vie quotidienne, dans son rapport à l'éros, dans son rapport à la vie, dans son rapport à l'amour, dans son rapport à l'émancipation. Bref, Hegel était un supplément d'âme narcissique. C'était du Platon, c'était du Spinoza, c'était du Leibniz, un peu plus élaboré. Et moi, ce que j'ai découvert dans les groupes radicaux des années 70-80, c'est un Hegel qui allait au-delà de Hegel pour nous permettre d'aller vers Marx, au-delà de Marx, c'est-à-dire que tout ça n'a de sens que si c'est rapporté à la matérialité pratique des luttes de classe, dans toute la richesse ontologique qui fait que derrière le texte de Hegel, il y a toute la généalogie historique de l'humanité mondiale,
dans sa lutte pour sortir de l'aliénation et accéder à la capacité d'offensive pour éradiquer les tissus de la domestication. Et je prends un exemple particulier dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport à la psychologie, par rapport à la psychanalyse, par rapport à la psychiatrie. Alors ça, c'est le domaine premier et 3. On passera au domaine ouvert, historique, universel, dans un second temps. Mais j'ai quelqu'un aujourd'hui, en 2018, qui est en souffrance, en interrogation, en perdition, en questionnement. Il va voir le psy. Alors que le psy, quelle que soit sa police capitaliste, soit psychologue, psychanalyste ou psychiatre, et il va pendant des heures et des heures l'enfermer dans le scénario familial de sa constitution douloureuse en sa famille, par rapport à son papa, par rapport à sa maman. Donc on va scruter à l'infini toute la cartographie familiale des souffrances, des non-souffrances, des avancées et des reculs, et on va à partir de là essayer de comprendre. Hegel, bien avant que les psychologies, les psychanalyses et les psychiatries du capital existent, nous a expliqué que on ne peut pas comprendre le singulier à partir du singulier, mais qu'on ne peut comprendre le singulier que par rapport à l'universel. Le patient que je reçois et qui pendant 10 ou 15 ans a labouré, même avec méthode, avec énergie, avec effort, toute son existence personnelle, toute son existence d'expérience personnelle, Hegel nous dit, il aboutira à rien. Parce que l'expérience personnelle, l'expérience individuelle, le scénario, papa, maman, les enfants, grand-père, le boulot, les rapports sociaux, tout ça n'a de sens que si je le mondialise dans une compréhension critique qui fait que je comprends en quoi cela est l'écho du monde. Et en quoi cela est l'écho du monde, ça nous fait basculer dans la science de la logique, au bout de la phénoménologie de l'esprit et avant l'encyclopédie de la science philosophique, avec ce fameux passage qui est essentiel sur la mesure, le quantum, la définition, la caractérisation. Autrement dit, je n'explique pas la compréhension d'une vie individuelle par cette vie individuelle. Je vais comprendre cette vie individuelle dans ses tiraillements et ses contradictions parce que je vais la rattacher au quantum historique des contradictions qui font sa caractérisation. Autrement dit, Lucien est le fils de Robert et de Brigitte. Lucien, fils de Robert et de Brigitte, même si je creuse à l'infini tous les compartiments, tous les paramétrages, j'en resterai toujours à la surface des choses et à l'écume du temps aliénatoire. Je vais commencer à faire compréhension parce que cette histoire, ce scénario familial, cette expérience se rattache à une histoire mondiale qui fait que la vie de Robert, c'est le temps mondial en caractérisation X1. Et que le temps de Brigitte, c'est le même temps en caractérisation X2. Et ainsi de suite. Autrement dit, le singulier ne me fera jamais sortir du singulier. C'est parce que ce singulier va être mis en perspective avec l'universel mondial et que je vais comprendre en quoi l'universel mondial l'a façonné, que je vais comprendre cette problématique. Donc ça, c'est la problématique individuelle que je positionne avec mes patients dans le cadre d'une discussion philosophique sur une souffrance individuelle. Donc ça, c'est vraiment le territoire premier qui fait que la science de la logique a un sens pour chacun d'entre nous, parce que pour se comprendre, il ne faut pas partir de nous. Pour se comprendre, il faut partir de l'universel et comprendre à quel niveau de caractérisation, d'incarnation de l'universel nous sommes. Donc ça, c'est important pour nous. Mais maintenant, pour toute l'histoire du monde, qu'est-ce qui fait la différence entre le capitalisme du XIIIe siècle, dans sa phase ascendante en domination formelle? Qu'est-ce qui fait la différence entre cette phase-là et le capitalisme en 1914, quand la première boucherie mondiale se déclenche et qu'on entre en domination réelle? Qu'est-ce qui fait la différence entre tout ça et ces périodes-là et le capitalisme en 1968, quand la crise de la domination réelle achevée survient? On comprend pourquoi Marx, pour passer des Grundrisse au Capital, a eu tant besoin de retrouver la science de la logique. Parce que la science de la logique
de l'en-soi au pour-soi et au pour-soi revenir à soi, travaille sur les seuils, sur les quantités, sur les mesures, sur le quantum, comme formalisation opératoire de compréhension, de diversification. Donc, aujourd'hui, comprendre Marx, c'est comprendre en quoi Marx est l'expression des luttes de classe les plus radicales contre l'argent et contre l'État, contre tous les groupes de rénovation capitaliste, néo-proudhonistes, léninistes, bolcheviques, etc. Mais c'est comprendre en quoi Marx est ça, parce qu'il a été au plus haut loin de la compréhension de la lutte de classe, parce qu'il a su réintroduire Hegel dans la compréhension de l'histoire, et que Hegel est le point majeur de l'histoire universelle en mouvement quand le grand délabrement kantien s'organise après la Révolution française. Bref, toute cette compréhension théorique exprime une compréhension matérielle pratique. Hegel, effondrement de l'Ancien Régime, surgissement d'une logique historique nouvelle qui positionne l'universalité, Napoléon, Hegel, Beethoven, toute l'histoire allemande nouvelle en mouvement, toute la recomposition de l'histoire anglaise, toute la recomposition de l'histoire française. Donc la science de la logique n'est pas un manuel pédagogique qui mettrait en marche des équations de cohérence grammaticale. C'est quelque chose qui est le produit du volcan de l'histoire. Et donc Hegel, dans la science de la logique, synthétise le volcan de l'histoire au moment où toute la modernité est en train d'apparaître, où le prolétariat n'est pas apparu. Donc, puisque le prolétariat n'est pas apparu dans la puissance qui fera la révolution de 1848, Hegel va cristalliser, anesthésier la science de la logique dans un statisme qui va aboutir à l'état rationnel prussien. Mais Hegel n'a pas échoué parce qu'il a une méthode qui ne va pas au bout. Sa méthode va au bout, puisqu'elle est la méthode de la grande révolution de l'universel au XIXe siècle. Il a échoué parce que précisément, contre sa méthode, au moment où le prolétariat, comme sujet de l'histoire, qui abolit l'argent et qui abolit la philosophie, n'avait pas encore manifesté toute sa puissance. Et c'est Marx, après, qui reprend cette science de la logique et qui la matérialise dans une problématique de lutte de classe qui fait qu'elle a aujourd'hui tout son sens. Autrement dit, si je lis la science de la logique aujourd'hui, sans tenir compte de la lutte des classes, sans tenir compte de Marx, je vais faire une lecture talmudique débile, où je vais effectivement, avec des hochets théoriques, jouer sur des catégories. L'en-soi, le pour-soi, l'être, le quantum, le désir, bref. Et puis le soir, je remets ma cravate et mon pardessus gris, et je retourne dans l'aliénation infinie de ma misère infinie. Donc, faire de Hegel une compréhension radicale anti-universitaire, anti-spectacle de la marchandise, en relation avec les luttes de classe, et en relation avec le Marx, de la radicalité qui, de la commune, nous mène à la critique du programme de Gotha et à l'abolition de l'État et de l'argent, c'est comprendre que je dois lire Hegel en renversant Hegel. C'est-à-dire que toutes les catégories aliénatoires de savoir statique doivent être explosivement détruites pour construire une dynamique dialectique où tout ce que Hegel a vu en arrêté doit être vu en dynamique, en propulsion et en insurrection. Donc la science de la logique est un texte majeur. Il est en quelque sorte le pour-soi de la phénoménologie de l'esprit. Il doit après aboutir à l'encyclopédie des sciences philosophiques, mais tout ça, c'est pas du texte, c'est de la chair, c'est du sang, c'est du désir, c'est de la conscience, c'est de la tripe. Et à rebours de ce qui construit la mort de Hegel dans le savoir universitaire du crétinisme servile, je dois me réapproprier Hegel sur le terrain de la lutte de classe, vers Marx, la Commune de Paris, l'abolition du salariat, l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent. Je dois comprendre que chacune des catégories posées par la science de la logique, c'est de la dynamique de lutte de classe. Vous disiez quelque chose d'intéressant, vous faisiez un parallèle entre la phénoménologie de l'esprit, les Grundrisse, le capital et la logique. Cela dit, quand nous on se porte vers ce texte des Grundrisse, on a beaucoup plus de facilité à faire un parallèle avec la logique, puisqu'il y a une mention quasiment explicite au concept de Hegel.
Et j'aimerais bien comprendre quel est ce rapport de la logique au capital, des Grundrisse à la phénoménologie, comment vous avez fait ce lien et comment il s'articule. Alors, si vous voulez, l'œuvre de Marx, elle est radicalement somptueuse au stade terminal, puisque tout a son sens, tout a sa signification et sa complétude. Mais il faut revivre la vie de Marx. Bon, la douleur, la misère, la tristesse, la mort des enfants, toute la galère, et la galère du texte. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, en fin de parcours, ça nous semble simple. Mais lui a eu un mal fou à trouver le chemin. C'est-à-dire que quand Marx aboutit à la radicalité suprême de l'abolition de tous les savoirs aliénatoires précédents, quand est posée l'idéologie allemande, il a définitivement aboli la philosophie, les néo-proudhonismes, c'est-à-dire que à partir de l'idéologie allemande, on sait que l'émancipation humaine sera nécessairement une émancipation antipolitique, qu'il ne s'agit pas de produire une économie politique critique, mais qu'il s'agit de produire une critique radicale de l'économie politique. Là, l'axe est posé. Mais toute la compréhension radicale du capital, baisse du taux de profit, crise, capital fictif, capital réel, domination formelle, domination réelle, tout ça, c'est dans le pif. C'est senti, c'est pressenti, mais il ne l'a pas encore actualisé dans un texte de radicalité profonde. Et il va donc, à travers tout un cheminement, épouser quelque part le cheminement que Hegel avait lui-même eu en son temps, où le prolétariat n'était pas le sujet historique, et où, au lieu d'aboutir à l'abolition de l'État, on aboutissait à l'État rationnel. Hegel aboutit à l'État rationnel, Marx aboutit à l'abolition de l'État. Mais le cheminement qu'a eu Hegel, apparence, essence, concept, on va le retrouver chez Marx. Et d'ailleurs, Marx, dans sa correspondance, le dit. Il le dit dans la postface à l'édition allemande du Capital, quand il dit « J'ai repris la science de la logique ». Donc, il faut comprendre que les cheminements sont similaires et que nous, aujourd'hui, d'un point de vue de radicalité, on doit les positionner du point de vue de l'exigence subversive. Si je prends Hegel, j'ai en quelque sorte un triptyque. J'ai la phénoménologie de l'esprit, j'ai la science de la logique et j'ai l'encyclopédie des sciences philosophiques. La phénoménologie de l'esprit, elle part de l'empirie première, la plus rudimentaire, la plus aliénée, la plus surfacière, pour quelque part nous faire monter à la critique radicale. C'est-à-dire qu'il n'y a de critique radicale parce que dans l'aliénation, la masse asservie des hommes asservis par la massification ne voit pas dans le réel ce qu'est le réel, mais elle voit dans le réel le mensonge que le pouvoir de la réalisation chimérique met en nos têtes, en nos perceptions et en nos imaginaires et en nos vies. Donc, on commence avec la phénoménologie de l'esprit dans quelque chose qui est la critique de l'empirie première. La vérité s'inscrit en négatif des apparences. Et je monte. Et dans la phénoménologie de l'esprit, j'aboutis à la fin à la compréhension radicale du savoir absolu qui est partie de la conscience empirique première aliénée. Quand je bascule dans la science de la logique, je suis quelque part à un deuxième étage qui résulte de ce premier étage par lequel la phénoménologie a produit son déploiement. Et dans la science de la logique, dans la triade radicale du être, essence, concept, j'aboutis au fond dans cette compréhension radicale de la logique de l'être dans sa substance absolue. Mais l'en soi, qui devient un pour soi, doit revenir à soi. Et je bascule dans un dernier temps historique qui est l'encyclopédie des sciences philosophiques, où je retourne à la phénoménologie de l'esprit, mais en synthétisant le parcours de la science de la logique, c'est-à-dire que là, j'ai plus simplement la problématique être, essence, concept, j'ai toute la dialectique du savoir absolu du monde déployée qui revient à l'être, puisque j'ai la nature, la logique, l'histoire, j'ai le tout du tout. Et maintenant, si ça qui aboutit
compte tenu des circonstances, à l'échec de l'État rationnel, qui est une imposture, mais qui est une imposture du temps, et que je le positionne en référence avec Marx, qui est dans la radicalité subversive des luttes de classe, qui renverse Hegel, c'est-à-dire que Marx n'abolit pas Hegel, Marx renverse Hegel. Il reprend toute la subversion de Hegel pour lui donner sa signifiance et sa complétude, son amplitude, parce que le prolétariat, enfin, se manifeste comme sujet historique. J'ai la même problématique à partir de ce que nous avons vu tout à l'heure sur l'idéologie allemande. Je vais donc avoir les Grundrisse, qui sont quelque part, les Grundrisse, rapportés à Hegel, le premier étage, c'est-à-dire la phénoménologie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que les Grundrisse? Les Grundrisse, c'est un parcours qui va partir de l'empirie surfacière. Le premier livre des Grundrisse, c'est l'argent. Le deuxième livre des Grundrisse, c'est le profit. Le troisième livre des Grundrisse, c'est la plus-value et la baisse du taux de profit. Je suis parti de l'argent, qui est la forme première, phénoménale, de l'apparaître aliénatoire de la domestication. Et j'ai donc une critique radicale du capital à partir des formes premières, du visible, dans la géographie aliénatoire du temps contemporain, de la quotidianité qui se déploie. Puis j'ai le deuxième temps, qui est le capital. Le capital, c'est quelque part la science de la logique rapportée à la phénoménologie de l'esprit, en relation avec Marx, comme deuxième étage des Grundrisse. Il n'y a pas de contradiction entre les Grundrisse et le capital. C'est la même chose d'un point de vue différent. C'est-à-dire que les Grundrisse sont partis d'un livre de l'argent et le capital va partir de la marchandise. Je suis quelque part là dans la science de la logique parce que je suis quelque part dans quelque chose qui n'existe pas, mais qui explique tout ce qui existe. Je disais à Guillaume à plusieurs reprises, si je me balade dans la rue, je ne rencontre pas le fétichisme de la marchandise. Si je me balade dans la rue, je ne rencontre pas la marchandise. Je rencontre des hommes, des situations fétichisées, je rencontre des marchandises, mais je ne rencontre pas la marchandise. Donc là, il y a un travail conceptuel qui se comprend par rapport à la science de la logique, c'est-à-dire que je vais vous parler de quelque chose qui n'existe pas, la marchandise, le fétichisme de la marchandise, je ne peux pas le toucher. Mais je vous parle de quelque chose que je ne peux pas toucher, qui n'existe nulle part, qui est quelque part le présupposé ontologique aliénatoire de tout ce qui existe et de tout ce que vous allez toucher. Et donc, là, dans le Capital, j'ai le livre 1 sur la production, le livre 2 sur la circulation, et le livre 3 sur la production d'ensemble. Et donc, j'ai le même cheminement que la triade hegelienne. Si je reprends la phénoménologie de l'esprit, si je reprends la science de la logique, si je reprends les Grundrisse, et si je reprends le Capital, je fonctionne toujours sur un mode ternaire. Toutes les contradictions sociales, toutes les contradictions historiques ont un en-soi premier qui se positionne en un pour-soi second et qui, en termes conclusifs, dans la triade terminale, permet de revenir à la forme première, mais pas à la forme première du début, à la forme première enfin comprise par le développement de la totalité. Donc, Hegel, phénoménologie de l'esprit, science de la logique, encyclopédie des sciences philosophiques, Marx, Grundrisse, Capital, et alors la synthèse. La synthèse, le fameux bouquin sur le marché mondial, il n'a pas pu l'écrire, mais il a écrit une anticipation radicale qui n'est pas publiée de son vivant, qui est le 6e chapitre. Le 6e chapitre est en quelque sorte l'intersection dialectique qui fait lien historique et ontologique entre les Grundrisse et le Capital. Mais, et là, il faut que les gens qui nous écoutent se disent je ne veux pas mourir idiot. Donc, comme je ne veux pas mourir idiot, je vais faire un effort. Ce qu'on est en train de me raconter, tout ça, c'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Pourquoi Marx, pourquoi Hegel ont été si compliqués?
alors le vidéo youtubeur de base, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, le clampin ignare de base qui veut se cultiver narcissiquement et qui consomme du YouTube, ben, il faut qu'il se dise, je me secoue les fesses. Si je veux comprendre l'histoire d'une manière radicale, eh ben, il va falloir que je transpire. Parce que si Hegel et si Marx, après les présocratiques et après tous les textes des insurrections radicales paysannes et ouvrières, ont produit ces textes si compliqués, c'est pas simplement pour faire style. C'est parce que la complexité du monde qui résulte de l'aliénation, elle fait barrière entre la conscience première et la conscience historique véritable. C'est-à-dire qu'il y a un abîme entre la perception émotionnelle première et les lois de l'histoire en profondeur. Et les lois de l'histoire en profondeur. Donc Hegel et Marx sont très compliqués. Science de la logique, phénoménologie de l'esprit, Grundrisse, Capital, mais c'est pas du compliqué pour du compliqué. C'est du compliqué pour déjouer, pour démystifier et pour démonter la complexité aliénatoire du monde. L'aliénation, le mensonge, le spectacle de la marchandise, c'est compliqué, puisque ça nous dit que ce qui est n'est pas, et ça nous dit que ce qui n'est pas est. Ça nous dit que ce qui est vrai est faux. Et ça nous dit que ce qui est faux est vrai. Donc, tout est inversé dans un processus d'indistinction aliénatoire, et je ne peux pas redresser, je ne peux pas comprendre, si je ne renverse pas le renversement. Or, pour renverser le renversement, il faut participer de cette incarnation radicale des lois historiques des forces productives de l'aliénation et de l'émancipation, à travers Hegel et à travers Marx, pour comprendre. Et aujourd'hui, le mondialisme de la marchandise. Le mondialisme, c'est pas le mondialisme, c'est le mondialisme de la marchandise. Le chaos terroriste, c'est pas le chaos terroriste, c'est le chaos terroriste mondialiste de la marchandise en crise. Le chaos immigré, c'est pas le chaos immigré, c'est le chaos immigré de la crise mondiale de la marchandise, de la baisse du taux de profit, de la saturation des marchés et de la crise et de la décadence de la domination réelle. Donc là, on est au cœur du cœur. Le quantum, la mesure. Marx a décollé dans son passage des Grundrisse au Capital, on le voit dans la correspondance qu'il a avec Engels et dans la postface, parce que en ayant relu Hegel dans les textes les plus complexes de Hegel, il a compris qu'il y a une ligne décisive dans la définition du parcours historique. C'est le quantum. Le quantum, la mesure. La guerre de 14, c'est pas la guerre de 13 ou de 15. La guerre de 39, c'est pas la guerre de 37 ou de 41. La guerre d'Irak, la guerre de Syrie, le chaos terroriste, tout ça, à un moment donné, a lieu à ce moment donné. Parce qu'il y a un quantum déterministe qui opère dans toute l'évolution de la crise du capital et qui fait que c'est à ce moment-là. La guerre de 14, ça fait des années et des années qu'il y a une concurrence impérialiste entre l'Angleterre et l'Allemagne. Guerre navale, guerre commerciale de la machine-outil, le train qui va à Bagdad, le problème de l'Empire turc en décomposition, le problème des accords Saïs-Picot, le problème de l'Afrique du Nord, la crise de Tanger. Bref, une multitude de périmètres, une multitude de paramètres font qu'au moment où il y a l'attentat de Sarajevo en 1914, tel qu'il est programmé par les services, c'est effectivement le déterminisme historique de la crise qui fait que là, on a atteint, dans le conflit interimpérialiste Angleterre-Allemagne, un moment décisif qui fait que là, pour reprendre Hegel, il n'est plus possible de faire autrement que ce qui va déclencher les hostilités militaires de la guerre militaire qui vient conclure la guerre commerciale pour le repartage militaire des marchés. Et donc, il faut sortir du subjectivisme, il faut sortir du crétinisme hasardeux et il faut comprendre ce qu'est la loi objective du déterminisme historique par rapport au quantum. Dans les années 70, il n'y a pas de Al-Qaïda, il n'y a pas de Daesh. Alors,
le clown géopolitique de base va vous expliquer que tout commence avec l'Afghanistan, la CIA qui opère avec des maquis musulmans contre les Russes. Ça, Hegel et Marx vous répondent, c'est l'empirie surfaciaire. Bah oui, à un moment donné, quand les Russes ont envahi l'Afghanistan, la CIA a créé des maquis anti-russes avec des sectes musulmanes. Et ça, c'est l'écume des choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le développement des forces productives de la crise qui font qu'à un moment donné, la Russie est en train de s'effondrer, il y a une crise gigantesque en Europe, il y a une crise gigantesque aux États-Unis, il y a le problème des marchés gaziers, il y a le problème des marchés pétroliers, et il y a toute une recomposition géopolitique, mais qui n'a pas son sens en elle-même. Elle découle de la baisse du taux de profit à un moment donné où le quantum des contradictions qui font la joute dialectique valorisation-dévalorisation fait que là, ça devient nécessaire. Il n'y a pas de crise migratoire délirante dans les années 1980. La crise migratoire délirante qui découle effectivement de la volonté de détruire le Moyen-Orient après avoir détruit la Libye, suite effectivement à toutes les magouilles opérationnelles de l'OTAN comme expression de la crise de la marchandise américaine mondiale, c'est 2011. C'est pas 1988. Donc, si c'est 2011 et que c'est pas 1988, par-delà l'écume des choses, il faut aller au cœur du réacteur conceptuel de la science de la logique et comprendre ce qu'est la contradiction du quantum et de la mesure. Alors on pourrait en parler des heures, on pourrait reprendre tous les événements, la décadence de l'Empire romain, la chute de la royauté française, on peut prendre tous les événements du monde. Si on n'a pas cette compréhension déterministe Hegel, Marx, on peut comprendre beaucoup de choses si on est cultivé. On peut effectivement additionner de la doc statique. On peut savoir plein de choses, sauf qu'on ne saura jamais l'essentiel. Et justement, la science de la logique, elle s'articule sur, vous avez dit, c'est triadique, et on revient toujours au fondamental en l'ayant déployé, compris. Et donc le départ de la science de la logique, chez Hegel, c'est l'être. Et donc justement, la lutte de classe que Marx conceptualise, c'est aussi la compréhension pratique que c'est un retour à l'être bien sûr des aliénés. Ouais. Mais alors surtout, ce qui est très important, c'est que moi je vois que beaucoup de gens parlent sans avoir lu. Beaucoup de gens parlent en ayant un tout petit peu lu. Mais beaucoup de gens parlent sans avoir jamais à aucun moment un véritable domaine de bagage théorique et de bagage de lecture. Donc on peut pas comprendre ce que Marx, à la suite de Hegel, en tant que c'est l'expression des mouvements ouvriers radicaux à positionner, si on ne comprend pas cette science de la logique. Beaucoup de gens vous disent, alors, vous voulez repartir au paléolithique? Non, on ne veut pas repartir au paléolithique. Ce que Marx, précisément, a très bien compris à partir de Hegel, c'est que le communisme premier du néolithique est un communisme incomplet parce que cet être premier est localisé et non universalisé. C'est-à-dire que le parcours historique de la triade de la science de la logique que l'on retrouve dans les Grundrisse et qu'on retrouve dans les Capitales, il n'existe pas dans la communauté première. Lorsque la communauté première, même si elle est communiste, va vaciller dans le cadre de la révolution néolithique, c'est un vacillement qui a lieu de localisme confronté au localisme. C'est-à-dire que l'homme du communisme premier est l'homme d'un communisme inaccompli. C'est un communisme localiste. Donc quand la valeur d'échange surgit, elle ne surgit pas dans une communauté universelle. Donc les gens vous disent, mais alors qu'est-ce qui nous garantit que quand on aura retrouvé le communisme, on ne va pas repartir? Ce qui fait qu'on a décollé dans la révolution de la valeur d'échange néolithique qui a produit l'aliénation, c'est que le communisme de l'époque était localiste et étriqué, c'est-à-dire les Sioux tapaient sur les Pawnees, les Celtes tapaient sur les Germains, tout le monde était enfermé dans une communauté générique, mais enclôturé dans sa spécificité de non-universalité. La révolution communiste de demain, qui abolit le cosmopolitisme de la marchandise, c'est la révolution de la communauté humaine mondiale générique universelle. Donc, ce qui a produit la valeur d'échange autonomisée dans le néolithique, c'est-à-dire la conflictualité des enclosures, elle n'a pas lieu dans la communauté universelle de demain qui résulte de la crise universelle du capital. Donc,
les gens ne vont pas repartir à l'argent simplement parce qu'ils seraient des béats missionnaires. Ah ben non, l'argent, non. Mais c'est qu'il existera une situation objective telle que la science de la logique, les Grundrisse et le Capital nous le montrent, c'est-à-dire que la déchéance aliénatoire n'est pas un substrat biologique. La déchéance aliénatoire est un substrat aliénatoire d'un rapport social de non-conscience universelle. Au bout de la science de la logique, au bout des Grundrisse, au bout du Capital, il y a la conscience humaine vraie. Et la conscience humaine vraie, et on retombe sur Empédocle, Héraclite et Parménide, c'est la conscience du tout. C'est la conscience de l'universel. Mais si j'ai la conscience du tout et que j'ai la conscience de l'universel, c'est que je suis dans le tout et dans l'universel, puisque ma conscience ne peut pas échapper au rapport social qui fait ma conscience. Donc, ce qui est décisif à travers Hegel et à travers Marx, c'est de comprendre le déterminisme mondial qui fait que le capital, à partir de la révolution néolithique, est obligatoire. Toute cette émergence du capitalisme qui, pendant des siècles et des siècles, a martyrisé, massacré, exploité et aliéné l'humanité, ça découle du fait que l'humanité n'étant pas universelle, tout ce qui a surgi contradictoirement dans le jeu des enclosures aliénatoires qui n'ont pas cessé de s'affronter. Donc pour abolir l'aliénation, pour abolir le conflictuel planétaire de l'aliénation, il faut produire une universalité radicale qui est aux antipodes du gouvernement mondial de la marchandise. Parce que là encore, les gens vous disent « Ah, universel, universel ». Mais il y a deux universels. Il y a l'universel du cosmopolitisme de la marchandise, qui est effectivement le triomphe de la marchandise à la sauce Attali, et il y a la communauté universelle radicale de l'anti-argent, qui est le triomphe de la Gemeinwesen des groupes ouvriers insurrectionnels, tel que Marx, dans la question juive, l'a positionné, contre la totalité du mensonge attalien. On pourrait peut-être, on avait parlé tous les trois sur le fait que Marx, je ne sais plus si c'est dans les Grundrisse ou dans le Capital, où il dit que se réapproprier toute la compréhension communiste, c'est quelque chose d'antinaturel. Je sais plus comment. C'est dans les Grundrisse, il dit que l'universel n'est pas naturel et que c'est le rôle de la négation de créer l'universalité par la négation, quoi. Et parce que dans le monde animal, dans le monde végétal, il n'y a pas de concept d'universalité. Déjà, il n'y a pas de concept parce que tu peux pas communiquer avec l'homme qui est derrière le collier et que tu ne le verras jamais. Et c'est le rôle du capital de. Il paraît aussi naturel comme sur le thème sur le suicide. Mais c'est ce que dit. Marx le dit à plusieurs reprises, il dit « Le capitalisme est une merde absolue ». Il le dit tout le temps dans ses correspondances avec Engels, il dit tout le temps « Le capitalisme, c'est la merde absolue ». Le capital débouche sur la lutte de classe contre cette merde absolue. Il emploie tout le temps ce... Alors, le mot « merde », c'est pas simplement une gauloiserie radicale. Ça veut véritablement dire aussi que le capital est une industrie excrémentielle de notre aliénation. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le capital est par essence une pourriture absolue. Mais là, on en retourne à Hegel, et on en retourne en particulier à toute l'introduction de la phénoménologie de l'esprit, quand Hegel dit « il n'y a pas d'histoire chez les animaux ». Les chiens, les chimpanzés, les pinsons, les écureuils reproduisent à l'infini le même statisme. Même s'il y a des variantes biologiques. Et alors, il y a des micro-variantes biologiques à la périphérie, mais qui n'affectent pas la substance de non-conscience historique. Et quand les animaux modifient d'une manière substantielle le donné, c'est parce que l'influence humaine du travail humain qui est derrière modifie la cartographie des territoires. Il y a une histoire humaine, il n'y a pas une histoire animale, il n'y a pas une histoire florale, il n'y a pas une histoire volcanique. On peut faire une histoire des volcans. C'est l'homme qui interprète, qui analyse, qui enregistre le parcours volcanique de la Terre. Mais les volcans n'ont pas sur eux-mêmes une analyse de leur parcours. Donc l'espèce humaine, et il le reprend d'ailleurs dans le manifeste quand il dit « l'histoire est née avec les luttes de classe dans le cadre d'une narration écrite du pouvoir de l'aliénation politique et économique. » C'est-à-dire que c'est l'homme qui a créé l'histoire. Alors, le capital est une gigantesque merde, c'est une pourriture absolue, mais il a, dans le cadre de sa contradiction dialectique, science de la logique, Grundrisse, phénoménologie de l'esprit, capital, il a cette spécificité
de produire l'antithèse. C'est-à-dire qu'au bout de toute l'horreur qui a universalisé la marchandise, comme disait tout à l'heure Charles, dans la communauté primitive première, quel que soit le degré de bien vivre dans les communs du communisme, je ne sais pas qui y a de l'autre côté. Et j'ai donc aucune conscience universelle possible. Nos arrière-arrière-grands-parents savaient à peine qu'il y avait une existence possible à Honolulu, ils n'en connaissaient rien, et s'il y avait un jour une grève à Honolulu, ça n'avait aucun impact. Aujourd'hui, le capital, dans la domination réelle achevée, a créé le temps universel du despotisme éternellement présent. C'est l'abomination de toute la, toute la paranoïa thanatique du spectacle de la marchandise. Mais c'est en même temps ce qui va tuer ce spectacle de la marchandise, parce que pour la première fois dans l'histoire, l'humanité, qui est universellement dépossédée, peut avoir la conscience universelle de cette dépossession et donc de sa repossession. Donc, c'est pas naturel, au sens animal. Par contre, cette non-naturalité au sens animal, qui est l'expression de l'aliénation humaine, permet, science de la logique, Capital, phénoménologie de l'esprit, Grundrisse, le retournement dialectique qui fait que c'est au maximum de cette aliénation que l'homme peut enfin créer la conscience universelle de l'anti-aliénation. Donc, mais tout ça, c'est-à-dire que si on ne comprend pas que derrière Marx, il y a les luttes de classe radicales, si on ne comprend pas que derrière Marx, il y a Hegel, et que derrière Marx et Hegel, il y a tout ce travail de la négation historique comme expression vivante des luttes de classe, on ne comprend rien. Si vous voulez, vous avez positionné le fait que l'être doit être perdu dans le développement pour se retrouver. Pour se retrouver. Alors tout ça, c'est positionné par exemple dans le premier livre de la logique. C'est-à-dire qu'à la fin de la logique, on n'a pas déjà l'être retrouvé, point final. On a l'essence, et l'essence elle-même entame un mouvement, et cette essence aboutit au concept, qui serait la synthèse de l'être et de l'essence, il me semble. Et comment ça se traduit justement dans les luttes de classe, dans l'histoire matérielle réelle, qu'il y a un mouvement qui est celui de retrouver l'être, et qui s'appellerait l'essence, et un mouvement du concept. Retrouver l'être, c'est retrouver l'essence de l'être. Alors, c'est posé, on l'avait posé dans le premier schéma que je vous ai envoyé. C'est-à-dire que, et alors, ce qui est fantastique, c'est que Marx n'a pas employé l'expression par hasard. Marx a dit la classe en soi, et la classe pour soi. C'est-à-dire qu'il a été, pour bien signifier que le cheminement logique, c'est bien Hegel, il a repris l'expression de l'en-soi et du pour-soi. C'est-à-dire que, pendant des siècles d'aliénation, l'humanité, c'est de l'en-soi. Puis dans la domination du capital, le prolétariat, c'est de l'en-soi. C'est-à-dire une matière servile qui est définie uniquement par l'oppression et la domestication qui pèsent sur elle. Mais là, c'est le grand débat avec Proudhon dans la Première Internationale et avec tous les autres, quand il leur bascule, quand il leur botte le cul et qu'il leur dit « Mais vous ne voyez dans la misère que la misère ». Il y a dans l'en-soi le pour-soi qui travaille. C'est-à-dire que le prolétariat, capital variable, simple courbe d'ajustement de la reproduction aliénatoire de la valorisation-dévalorisation, il est ça, mais il est autre chose. Il est cette aspiration profonde, générique à la vraie vie qui travaille derrière et qui positionne le pour-soi du renversement. C'est-à-dire que le prolétariat ne devient pas révolutionnaire de manière massive et universelle au moment où il y a la crise terminale, parce qu'il y aura un automatisme mécanique de la crise terminale. C'est parce que la crise terminale met à jour ce qui, derrière cet en-soi, est la substance profonde de son pour-soi, c'est-à-dire la volonté de vivre. Même le prolétaire le plus aliéné, même le prolétaire le plus désossé, même le prolétaire le plus incarcéré, il a en lui quelque chose qui subsiste, même si c'est totalement enfoui. Et au moment de la crise terminale, c'est précisément parce qu'il y a encore ça qu'il rejaillit. S'il était simplement devenu une réification absolue, rien ne pourrait rejaillir. C'est parce qu'il y a un être générique qui, même écrasé, qui, même absorbé, est encore là, qu'au moment de la crise terminale, il y a quelque chose qui peut ressurgir. Et c'est là où la science de la logique et la phénoménologie de l'esprit sont
extrêmement importante pour comprendre et les Grundrisse et le capital, c'est que finalement, la triade, il faut toujours se rappeler que tout avance en trois. Le prolétariat classe en soi, le prolétariat classe pour soi, et donc la révolution sociale, qui est l'espace troisième de la détermination historique. J'ai donc les Grundrisse, j'ai donc le capital, et j'ai le 6e chapitre. Derrière tout ça, j'ai la compréhension décisive du déterminisme révolutionnaire, la domination formelle, la domination réelle et la crise finale du capital. C'est-à-dire que le capital vit 3 temps. J'en reviens à Hegel et à Marx, les bouquins que je ne vais pas reciter et qu'on a déjà énumérés. Le capital a une temporalité de domination formelle. Le seuil, guerre de 14, passage à la domination réelle. Cette domination se déploie dans toutes ses contradictions. Crise de la valeur, crise de l'étalon or, crise de toutes les réorganisations monétaires et financières, crise migratoire, crise terroriste, tout ce qui va aboutir à la crise terminale et qui rencontre un moment décisif en 68, c'est-à-dire qu'en 68, la domination réelle de 1918 aboutit enfin en sa forme supérieure. En 1914, le capital a enfin conquis tous les espaces, mais il ne les a pas conquis de manière totalement absorbée. C'est à partir de 68 que l'ensemble des territoires et des espaces symboliques et matériels de l'avant-capital sont digérés. Et à partir de 1968, le capital devient effectivement le monstre pleinement achevé de sa réalité. Et là, on va vers la crise terminale. Et on aboutit donc à la parfaite compréhension de la triade, domination formelle, domination réelle et crise terminale. Et là, on retombe sur le quantum. Quelle est la contradiction essentielle du capital? C'est la contradiction valorisation-dévalorisation, travail vivant, travail mort, plus-value produite par l'exploitation humaine, productivité du travail produite par les machines, mais qui ne produisent pas de valeur. Et donc, on a donc la domination formelle avec le seuil de 14, on a la domination réelle à partir de ce seuil de 14 qui abolit définitivement la domination formelle, et on va vers la crise terminale. Et réponse, à partir du quantum, c'est quand la crise terminale? Mais la crise terminale, c'est la compréhension de cette dialectique travail vivant, travail mort, qui, à partir de quantum, à partir de mesures, à partir de déploiements quantifiés, positionne des seuils différenciés. La domination réelle en 1914, c'est pas simplement spatialement dans la géopolitique du capital, le moment où, par la saturation des marchés qui résulte de toutes les guerres coloniales, on aboutit effectivement à l'obligation de cette guerre entre l'impérialisme anglais et l'impérialisme allemand. C'est le moment où la plus-value relative prend le pas sur la plus-value absolue. Donc il y a un quantum. À un moment donné, dans la contradiction dialectique, il y a un quantum. C'est le moment où la plus-value relative prend le pas sur la plus-value absolue. C'est le moment où le diktat du capital cristallisé machinique prend le pas sur le travail immédiat des prolétaires exploités. Et 68, c'est le moment où cette domination qui était encore formelle, puisque même si on était rentré en domination réelle, la domination réelle demeurait inférieure, parce qu'il y avait encore toute une série de strates sociaux, de strates technologiques, qui demeuraient encore de l'ordre de la domination formelle, même si on était rentré en domination réelle. En domination réelle, à partir de 14, tout bascule vers la modernité absolue du capital. Il va falloir des décennies pour détruire le monde agricole. Il va falloir des décennies pour détruire toute une série de modèles industriels encore artisanaux. Donc tout ça met du temps. Et pour comprendre comment le temps marque son temps, il faut toujours en revenir au quantum, à la mesure et à la quantité déployée. Et en 68, c'est ce qu'on a dit dans les différentes émissions qu'on a fait, tout l'avant-capital est cette fois digéré. C'est la fin du monde agricole, c'est la fin de tous les modes de spécificité pré-capitaliste. On rentre vraiment dans une moralité comportementale dictatoriale qui fait justement ce qu'on a appelé l'esprit 68, mais qui n'est pas l'esprit 68, qui est l'esprit dû à la défaite de 68, c'est l'homme machinique absolu. Et
la crise terminale, c'est quand? Au bout de tout ça, la crise terminale, c'est le quantum, la mesure, la quantité déployée, le moment où le seuil de phagocytose, alors là j'ai employé des mots savants, je demande pardon au YouTubique de base, c'est le moment où la contradiction travail vivant, travail mort produit la phagocytose définitive du travail vivant par le travail mort. Alors ça c'est quoi? C'est un quantum, c'est une unité, c'est une mesure. Si j'ai pas lu les Grundrisse et le Capital, si j'ai pas lu la science de la logique, je ne peux pas le comprendre. C'est pas vous qui êtes très intelligent, vous qui êtes très intelligent, ou moi qui suis très intelligent, qui allons le trouver dans notre cerveau personnel. Il faut qu'on refasse effort de rentrer dans les luttes de classe qui, pendant des siècles et des siècles, ont positionné la radicalité. Il faut comprendre Hegel et il faut comprendre Marx. À quel moment la crise terminale aura-t-elle lieu? Elle aura lieu à ce quantum, à cette unité, à cette mesure, à ce déploiement de quantité et de qualité qui fait qu'à un moment donné, le travail vivant ne pourra plus absorber la masse d'écrasement du travail mort qui pèse sur lui, et ça renvoie à partir de là à une compréhension de la crise bancaire, de la crise industrielle, de la crise de l'épargne chimérique. De la crise ontologique aussi. Et aussi de la crise ontologique. Donc, il y a deux solutions. Ou on papote, ou on parle. Si on papote, on n'a pas besoin de lire. Moi je pense, toi tu penses, moi je pense, moi j'imagine. Alors moi je pense que la crise, moi je pense... Alors, imaginez, pensez, rêvez, faites-vous bonheur, masse esclave. Mais par contre, si je veux comprendre la radicalité, je suis humble et je me dis que c'est pas moi tout seul dans mon cerveau qui va la comprendre. Donc, je retrouve Hegel, je retrouve Marx, je retrouve tous les textes radicaux qui, à travers Bilan, à travers tous les groupes des années 80, ont positionné quelle est la substance de la crise finale. Et si je passe pas par Hegel et par Marx, je peux pas le comprendre. Et en comprenant que si Marx a pu écrire les Grundrisse et le Capital, c'est parce qu'il avait lu la phénoménologie et la science de la logique. Ouais, et puis bon, comprendre la déchirure humaine, c'est en lisant la logique, il y a tout un tas de choses qu'on arrive beaucoup mieux à saisir. Bien sûr. Il y a un truc, c'est que vous parlez de lecture et de compréhension, mais de toute façon, quand on se porte vers ces textes-là, pour avoir une vraie compréhension, à un moment donné, il faut incarner un minimum la compréhension qu'on prétend avoir. Bien sûr. Il faut que ça se traduise, sinon on bloque, on bute. Puis il ne faut pas lire seul aussi, non plus. Alors il y a deux choses, c'est-à-dire que moi, il faut lire seul, mais il faut en parler après. Voilà. Ouais. Moi, j'ai eu dans mes parcours universitaires ou dans mes parcours de Cagne, j'ai eu à mes côtés des ânes savants très sympathiques qui lisaient avec moi la phénoménologie ou la science de la logique, qui étaient très gentils, qui bossaient, mais qui n'avaient aucune flamme insurrectionnelle. Donc ils lisaient un Larousse différent. Mais ça allait nulle part. Puis après, ils pouvaient jouer de la guitare, fumer un pétard, faire de la bicyclette ou faire du parapente. Mais ça va nulle part. C'est-à-dire qu'on ne lit pas Hegel et Marx comme si on lisait Céline ou Baudelaire. C'est-à-dire que si je lis Céline ou Baudelaire, j'apprends plein de choses sur la déchéance du monde, dans des formes esthétiques, dans des formes narratrices, mais il n'y aura jamais là-dedans un projet logique de compréhension radicale de transformation du monde. J'aurai à la fin un goût d'amertume dans la bouche, je pourrai maudire mes semblables, mais ça ne m'aura pas fait avancer d'un pet dans la compréhension logique des déterminations historiques du temps qui avance. Donc, lisez Céline, lisez Baudelaire, lisez tout ce que vous voulez pour distraire vos émois égarés, mais le jour où vous voulez véritablement comprendre l'histoire et être des agents actifs de transformation intelligents, faites l'effort de basculer dans les textes de la radicalité profonde Hegel et Marx. Et alors, pas une lecture narcissique. C'est pas Bertrand dans son jardin qui veut épater sa copine et qui lui dit, tu sais, je lis des textes très très compliqués, ça me fait très très mal à la tête, je suis très savant, très intelligent. C'est pas ça. C'est des textes de partage, c'est des textes de rencontre, c'est des textes d'insurrection. Si on lit Hegel et Marx, on lit Hegel et Marx d'abord pour les dépasser et pour aller là où ils nous ont désigné le lieu majeur de l'histoire, qui est la rencontre collective des expériences de dialogue et de creusement. Moi, je dis toujours que j'ai jamais appris quoi que ce soit à l'université, parce que c'est un lieu narcissique
qui reproduit l'aliénation du travail pour fabriquer les cadres du capital, bref, les flics de la marchandise, dans l'atomisation narcissique de leur représentation subjective. Donc on n'apprendra rien. Par contre, vous avez un groupe de 3 ou 4 personnes autour d'une table, un mardi soir, avec un ouvrier métallurgiste, un peintre, un étudiant et puis un chômeur. Si ces gens-là ont de l'ardeur et qui s'affrontent à ces textes-là, ils vont en faire des véritables volcans insurrectionnels de compréhension radicale. Donc, à bas le débilisme universitaire et vive la pensée critique des groupes ouvriers qui pensent pour effectivement abolir la condition prolétarienne, abolir l'argent et abolir l'État. Donc, c'est des textes qui sont vivants. C'est des textes qui sont l'expression du charnel de la rencontre historique. Ça se travaille en groupe. Ça se travaille en groupe. C'est-à-dire, bon, moi je viens de terminer tel chapitre des Grundrisse, toi aussi, bon voilà, pendant 1 heure, on va confronter, on va creuser, et on va pas délirer sur le papier. On va aller au-delà du papier, comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui par rapport à la crise syrienne, par rapport à toutes les reconstructions du capital, par rapport à la décomposition macroniste, par rapport au retour des luttes de classe dans les mois qui viennent. Bref, quand je lis ces textes-là, je ne lis pas des textes pour distraire mon ennui, ma solitude et ma servitude. Je lis ces textes pour me confronter à la misère du temps présent et pour tout faire avec d'autres, pour mettre en marche des jalons de conscience, pour abolir cette merde aliénatoire. Donc la rencontre est décisive. La rencontre est décisive. Et ce que vous dites, c'est aussi inscrit dans la logique. Ah ben. À un moment donné, dans la grandeur intensive, Hegel explique que n'est véritablement intense que ce qui a une grande proportion à s'extérioriser. Sans partage, il n'y a rien. Le mec qui a une vraie compréhension ou qui prétend comprendre beaucoup, mais qui peine à s'extérioriser dans la compréhension, le mec qui provoquer la discussion. Mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que regardez, quelles que soient vos traductions, les noms des traducteurs et des préfaciers. Alors vous avez Hegel, Sciences de la logique, vous avez Hegel, Phénoménologie de l'esprit, vous regardez le nom du traducteur, puis vous faites une petite recherche sur le traducteur sur Internet. Qu'est-ce qu'il est, le traducteur? Ou c'est un zombie staliniste d'une maison de production de merde, ou c'est effectivement un larbin d'une réalité quelconque, mais ça n'est jamais quelqu'un qui, à partir de ce qu'il a lu en saveur, a produit quelque chose. C'est-à-dire que tous les gens qui sont partis dans ces textes-là pour les traduire, pour les expliciter ou pour les mettre en scène, se cachent derrière pour effectivement dissimuler le néant de leur ontologie servile. Donc, il y a 2 lectures. Il y a ou la lecture pratico-théorique critique qui fait que ça devient effectivement un bâton de dynamique incendiaire, ou alors effectivement, ça devient du rien du tout, spéculaire, spectaculaire, pour cacher ma misère. Si vous avez dit l'être, c'est classe en soi, l'essence classe pour soi, et le concept, c'est le communisme. Mais après, vous avez repris ça et puis vous l'avez réarticulé en disant l'en soi, c'est plutôt la phénoménologie, le pour soi, plutôt la logique, et le concept, plutôt la... Le 6e chapitre. Oui, le 6e chapitre, pour parler de Marx, pour parler de Hegel. L'encyclopédie. Mais le problème, c'est que dans les 3 bouquins, vous retrouvez les mêmes articulations. Ouais. C'est-à-dire que finalement, si vous lisez un bouquin de Hegel, et d'ailleurs c'est la même chose chez Marx pour le Capital et les Grundrisse, on vous raconte toujours la même histoire. Oui, c'est vrai. Alors les gens vont dire, mais il répète toujours la même chose. Oui, on répète toujours la même chose, mais en une instance différente. En une instance différente, à différents moments. Si vous lisez par exemple dans les Grundrisse, il y a un tome sur la plus-value, et que vous lisez dans le Capital ce qui est dit sur la plus-value, il raconte la même chose, mais pas du même regard, et pas du même point de vue. Si vous voulez, c'est la chou-bois, parce que c'est déjà ce qu'il fait dans la logique. Bien sûr. En fait, du point de vue de l'être, du point de vue de l'essence, du point de vue du concept, on a... Mais vous l'avez même déjà dans les premiers trucs les plus élémentaires, quand vous avez le bouquin qui s'appelle La raison dans l'histoire, qui n'est pas un livre de lui, mais qui est un livre pris en note par ses élèves, il y a déjà ce mouvement-là. Dans tous les bouquins, et on le retrouve dans l'esthétique. Oui. C'est-à-dire que finalement, je ne peux
quand on me pose une question, je ne peux jamais y répondre d'une autre façon que il y a l'en soi, le pour soi et le retour à soi. Alors, pour un individu, pour un groupe, pour une histoire sociale, pour l'histoire universelle, toute problématique passe par le cheminement triadique. Et quand j'ai un individu qui vient me voir et que dans le cadre d'une philo-analyse, on va positionner le résoudre et le dévoilement, c'est d'ailleurs la même chose. Je lui dis toujours, vous avez un en soi, c'est votre naissance calendaire. Vous êtes né un jour sur le calendrier des aliénations, de la servilité contemporaine, le 3 juin 1988, fils de un tel et un tel. Vous êtes aujourd'hui positionné dans un cheminement social de servilité salariale, étatique, etc. Ça, c'est votre en soi. Et puis vous allez avoir une deuxième date de naissance qui est beaucoup plus importante, qui est le pour soi de cette radicalité, où vous allez abolir toute votre antériorité. On a donc deux dates de naissance, celle de l'en soi et celle du pour soi. Mais une fois que je suis dans le pour soi, je ne suis pas arrêté. Ce pour soi ne va avoir de sens que parce que je veux revenir à ma date de naissance calendaire aliénatoire et que je vais enfin comprendre que tout ce que j'avais vécu en souffrance, en domestication, avait, du point de vue du travail du négatif, une signification. Finalement, tout ce que je trouvais nul n'était pas que nul. Si vous faites le bilan des expériences les plus nulles que vous avez rencontrées, si vous faites le bilan des moments les plus tragiques, c'est pas « c'est tragique », point. C'est tragique, virgule, mais dans le mouvement général de l'auto-abolition, ça me fait grandir, ça me fait mettre en mouvement vers quelque chose de supérieur qui, me permettant de revenir au début, me permet d'élucider le début et donc de me donner une destination nouvelle dans un acte de nouvelle naissance. Donc, Capital, Grundrisse, science de la logique, phénoménologie de l'esprit, quel que soit l'axe à partir duquel je vais commencer à analyser une problématique, je vais toujours en revenir au fait que tout est triadique. C'est pour ça que je vous ai envoyé le plan. Alors, Hegel était obsédé par la triade. Non, Hegel n'est pas obsédé par la triade. Il a compris que, pour reprendre ce que disait Charles, tais-toi Gaïa, pour reprendre ce que disait Charles tout à l'heure, nous sommes triadiques, nous, hommes humains de l'histoire universelle, parce que précisément, nous ne sommes pas des fleurs, des graines ou des animaux. Seul l'homme est triadique. Il y a même une logique interne à la nature qui, elle, serait aussi triadique. Alors oui, mais elle n'est pas intentionnelle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une logique triadique en ce sens que la graine va abolir la graine pour donner la plante. Mais comme il n'y a aucune intentionnalité, c'est pas le triadisme de l'histoire. Parce que ce que veut montrer Hegel, et c'est ça qui est décisif, c'est que en toute chose, ce qui nous marque et ce qui nous permet notre élucidation, c'est l'intentionnalité. Quand les Grecs disaient que l'homme était un animal historique, qu'est-ce qu'ils voulaient dire ? Ils voulaient dire que l'homme est le seul animal au monde qui est capable, à un moment donné, de transformer le donné initial dans des formes substantielles et qualitatives extrêmes qui font qu'il aboutit à des choses qui sont sans commune mesure avec le donné initial. Et ça, il n'y a que l'homme. L'intentionnalité historique, il n'y a que l'homme qui en est porteur. On recule pour faire le moment de la réflexion. Mais on en est porteur parce que justement, il y a eu cette révolution néolithique qui nous a foutu à la porte de la communauté première. Parce que la communauté première ignore l'histoire. C'est pour ça que dans le manifeste, Marx dit « l'histoire est née avec les luttes de classe dans les sociétés de l'écriture ».